Donc, merci André Pascal et merci à tous les orateurs pour ces brillantes présentations qui nous ont permis déjà d'avoir une très bonne compréhension de ce qui se passe au niveau moléculaire, au niveau du virus, au niveau des cellules humaines, mais aussi les différents types de vaccins, l'avancée de la recherche vaccinale, les nuances par rapport aux différentes étapes de recherche, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas encore. On a vu et on a écouté les différentes particularités pour des populations comme celle des femmes enceintes, celle des enfants qui sont toujours des populations très délicates en ce qui concerne tout problème de santé publique. On prend toujours des dispositions bien particulières pour les protéger au maximum. Et on a fini par profiter aussi pour voir un peu la présentation de cette maladie par rapport aux enfants. Sans plus tarder, je vais lire les questions qu'on a dans le chat et je vais les diriger vers nos orateurs pour qu'ils puissent apporter des compléments d'informations que nos participants ont. La première question vient de Dr. Bahia Christian. C'est adressé à Yolande. La question est de savoir si en dehors du variant sud-africain, qu'est-ce que nous savons des mutations en Afrique et particulièrement au Cameroun et de leur relation avec le nombre de cas et la sévérité de la maladie et surtout quelle va être l'implication sur l'efficacité vaccinale. D'accord, merci Christian, merci Emmanuel et merci à tous. C'était une excellente présentation, j'ai beaucoup appris. C'est bien de se sentir immersé dans le contexte général et comprendre ce qui se passe partout ailleurs, particulièrement au Cameroun. Maintenant, je voudrais dire que j'ai essayé de répondre à cette question-là dans le chat parce que pour identifier de nouvelles variantes, il faut faire une surveillance épidémiologique, c'est-à-dire que à une certaine fréquence, il faut séquencer les virus. Je ne sais pas quel est le plateau technique au Cameroun, mais il me semble que le plateau technique pour un séquençage complet du virus n'est pas nécessairement existant sur place. Ce que je dirais par contre, c'est que les conditions épidémiologiques au Cameroun, pour moi, sont un peu sont un mystère pour moi, probablement parce que je ne suis pas nécessairement sur place pour comprendre exactement comment les choses se passent. Mais si on a une pression épidémiologique élevée, s'il y a une transmission communautaire élevée, il y a probablement des mutations. Et ces mutations peuvent changer la face de l'épidémie, mais c'est des choses qu'il faut surveiller pour découvrir. Quand on parle de la variante anglaise, sud-africaine, je suis sûre qu'il y a des variantes ici aux États-Unis, sauf que les Américains ne font pas une surveillance systématique, donc ils ne sauront pas. Donc, y a-t-il des variantes au Cameroun? Je suis à peu près sûre qu'il y en a. Sont-elles des significations épidémiologiques? Ça, je ne peux pas savoir. Mais comment est-ce que nous ferons pour savoir qu'il y en a? Alors, c'est une décision qui doit être faite, prise par les autorités de santé publique pour décider s'il est nécessaire d'investir ce qu'il faut investir pour séquencer le virus de façon aléatoire en général, c'est-à-dire qu'à une certaine fréquence, peut-être une fois sur un sample, un échantillon sur 100, un échantillon sur 1000 est séquencé. Mais ça, par contre, je ne saurais répondre, Christian, à ta question. Je ne sais pas s'il y a des variantes. Il y en a probablement. Comment les découvrir? Il faudrait séquencer. Le fond au Cameroun, je pense que ça ne se fait pas pour le moment. Merci, Yolande. Je voudrais ajouter à la suite de ce que tu viens de dire que cette semaine, je pense que c'était en Éthiopie, s'est tenue la session de l'Union africaine au cours de laquelle le docteur John Kengeson, qui est le directeur de CDC Africa, a fait justement une présentation par rapport à cette situation, mais aussi par rapport à la possibilité qui est très, très élevée dans le contexte de
d'une multiplication communautaire très élevée du virus dans un environnement comme celui du Cameroun, mais pas seulement du Cameroun, des autres pays africains aussi. Il a parlé de cette possibilité très élevée de la présence de mutants en Afrique, mais il a aussi dit quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire l'Union africaine, à travers le CDC Africa, a mis en place un partenariat entre les pays africains pour justement faire la surveillance des mutations. Maintenant, je ne sais pas si la logistique est déjà en place et si elle est déjà effective. Mais puisqu'on a identifié le mutant sud-africain, je sais que l'Afrique du Sud a la capacité de pouvoir détecter ces mutants et c'est la raison pour laquelle on sait qu'il y a un mutant sud-africain. Le fait qu'on ne sait pas qu'il n'y a pas de mutant au Cameroun ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est juste qu'on n'a pas, probablement pas testé. Je ne sais pas, on a des collègues sur le forum. Emmanuel, en savent plus, il y a André Pascal. Oui, Emmanuel, je peux en parler. Landry. C'est parce que Landry peut-être veut nous dire quelque chose là-dessus, s'il en sait un peu plus. Pascal, vas-y. Oui, Emmanuel, je crois que le Cameroun en fait a fait de la surveillance parce qu'ils ont gardé les échantillons, je crois que pratiquement sur toute l'année 2020. Et ces échantillons ont été testés avec la collaboration du docteur Api, qui est un Camerounais basé au Nigeria, le premier à avoir séquencé en fait le génome du SARS-CoV-2 en Afrique. Et donc ces échantillons camerounais, je pense peut-être comme 200 ou 300 n'ont pas montré de mutation, du moins par rapport à ce qu'on a vu au pays. Donc, au moins sur 2020, il est possible qu'il y ait pas eu de mutation au Cameroun, sur la base de ces échantillons testés. Ces données sont publiées quelque part, André Pascal. C'est disponible au MinSanté. Donc, ça, c'est une publication du MinSanté du Cameroun. Je peux ajouter quelque chose, Emmanuel? Oui, Landry, vas-y. Oui, merci de m'avoir dans cette conférence. Juste pour ajouter qu'en dehors de la variante sud-africaine, je n'ai pas entendu beaucoup parler de la variante anglaise dans nos discussions. On a par exemple des évidences que cette variante anglaise est en Afrique de l'Ouest. Il y a des pays comme la Gambie et le Sénégal qui indiquaient une circulation de cette variante il y a quelques semaines. Le Nigeria aussi a indiqué la présence de la circulation de la variante anglaise. Et j'ai posé la question l'autre jour à des collègues au Cameroun de savoir si en ce moment justement il y a un mécanisme de surveillance de séquençage des variantes. La réponse était non. Je pense que c'est une question qui reste à explorer dans le contexte camerounais. À vous. Merci Landry. Juste pour présenter Landry, le docteur Landry Tsagé, qui est un collègue qui est basé à Dakar au Sénégal. Et aussi un épidémiologiste. Landry, on a fait un long chemin ensemble par rapport à la lutte contre le VIH dans plusieurs pays et actuellement, il couvre un peu plusieurs pays en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, auquel il apporte un support technique à partir de Dakar au Sénégal. Donc, la prochaine question, c'est de Raymond Palao. Quelles sont les incidences de la pandémie dans les populations vaccinées par rapport aux populations non vaccinées? Pascal, peut-être que je vais t'adresser cette question. Attends, vas-y encore. Quelles sont les incidences de la pandémie dans les populations vaccinées par rapport aux populations non vaccinées? Peut-être pendant que Pascal regarde, il se trouve que j'ai quand même jeté un coup d'œil à cette question pendant qu'on parlait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les données d'études de Moderna. Et je suis sûre que Pascal aura une intervention plus appropriée. Je voulais juste te donner le temps de préparer ta réponse. Mais j'ai regardé les données de l'élimination chez Moderna sur 30 000 participants à l'étude. Ils ont eu à peu près 196 ou 194 infections, parmi lesquelles 185 sur 15 000, les 30 000, c'était 15 000
vaccinés et 15 000 non vaccinés. Donc, le taux d'infection était de 1,23% chez les non vaccinés contre 0,0007% chez les vaccinés, c'est-à-dire 185 vaccinés. 185 non vaccinés sur 15 000 étaient infectés contre à peu près 11 parmi les gens vaccinés. J'espère que ce n'est pas confus. Donc, 185 non vaccinés sur 15 000 sont infectés. 11 vaccinés sur 15 000 sont infectés. D'accord? Donc, c'est ça la différence. Donc, c'est ça qui donne les 94%, l'estimation de 94% de protection. Et parmi les gens vaccinés, il n'y avait aucun qui avait une infection sévère. Et parmi les gens non vaccinés, il y avait 30 infections sévères. Donc, je ne sais pas si ça, c'est les chiffres que Raymond attend ou bien s'il veut voir pour la surveillance épidémiologique dans la population. Je ne sais pas si on a suffisamment de recul, mais André Pascal, s'il te plaît. Non, Yolande, je pense pas que je dirais plus que toi, parce que tu as dit l'essentiel, c'est qu'en fait, c'est cette base-là du taux d'infection dans le bras d'intervention et le bras contrôle qu'on détermine cette taux d'efficacité. Et si je devais en dire, je ne dirais pas plus que ce que tu as dit. Dans l'étude Novavax, par exemple, qui s'est déroulée en Afrique du Sud, entre autres, je crois que si tu prends le bras britannique, on parle par exemple dans l'analyse interim analysis, par exemple de 62 cas au total et qui comporte essentiellement 6 cas chez les vaccinés et puis le reste chez les non vaccinés. Et en Afrique, ce serait pratiquement le même ordre. Donc, c'est cette base qui permet de pouvoir calculer le taux. Donc, en dehors du contexte de vaccination, je ne pense pas qu'on ait assez de recul pour pouvoir maintenant apprécier cela dans la population générale, c'est-à-dire depuis que les pays ont commencé à vacciner. Est-ce qu'on a des données? Ça, je ne pense pas. Mais Valentin peut aussi intervenir si il y a d'autres informations à partager avec nous. Oui, merci Yolande et Pascal. Peut-être pour mettre un peu en contexte ce que Yolande et Pascal viennent de dire, en fait, lorsqu'on parle de l'incidence, il faut distinguer l'incidence par rapport à deux perspectives. Il y a sur le plan individuel, la protection individuelle, et c'est de cela que Yolande a parlé, c'est aussi de ça que Valentin a présenté. Lorsqu'il a parlé de l'efficacité de ces vaccins que l'on a déjà. Donc, à travers les études qui ont été faites au niveau des vaccins, on sait déjà quelle est l'efficacité, c'est-à-dire quelle est la protection individuelle. Maintenant, tant qu'on n'a pas encore administré le vaccin à large échelle dans une population, ce n'est pas possible de pouvoir déterminer quelle sera l'efficacité de ce vaccin-là à réduire l'incidence à un niveau de population. Donc, il faudra bel et bien attendre qu'un pays ait atteint une certaine couverture vaccinale et effectue donc les surveys qui sont nécessaires pour pouvoir déterminer si avant qu'on ne commence à administrer le vaccin et après, on observe ce que l'on attend tous, une diminution de l'incidence. Donc, pour juste mettre en perspective un peu la réponse que Yolande et André Pascal viennent de nous donner, et pour comprendre aussi les nuances par rapport à ce que beaucoup de gens parlent. On parle d'efficacité d'un part, c'est la protection individuelle, effectiveness de l'autre part, c'est la protection au niveau de la population. Donc, on connaît l'efficacité, mais on ne connaît pas encore l'effectiveness. Simplement parce qu'il nous faut du temps pour avoir cette information. On a une question là que je vais adresser à Valentin. Donc, Valentin, la question est de savoir la disponibilité de vaccins en un an. Alors, dis-nous, est-ce que vous n'avez pas été trop rapide là? Pourquoi vous avez découvert ces vaccins en un an? Est-ce que toutes les étapes consacrées aux essais cliniques ont été respectées dans ce cas précis?
Et puis, notre ami dit qu'à son avis, c'est l'une des raisons qui pousse certains à être réticents quand on parle de vaccin anti-Covid. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela, Valentine? D'accord. Donc, je voudrais juste, je vais reprendre ce que Valentine nous a dit la semaine dernière, l'explication qu'il a donnée par rapport à la rapidité avec laquelle les vaccins ont été développés, mais cependant, le fait que cette rapidité n'a pas compromis la surveillance sur la toxicité et l'efficacité du vaccin. Donc, ce qu'il a expliqué, c'est que les phases du vaccin de développement du vaccin d'habitude se font de façon séquentielle pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est s'il n'y a pas d'urgence épidémiologique, on le fait, on prend le temps qu'on prend pour le faire. Une deuxième raison, c'est que s'il n'y a pas de financement suffisant, on prend le temps et on fait tout ce qu'on veut faire. Mais dès qu'il y a une urgence épidémiologique, il est raisonnable de compresser le temps. Donc, c'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas une seule étape qui a été contournée. Toutes les étapes ont été suivies. La phase 1, où on a vérifié la réactivité et tout au vaccin. La phase 2, où on a évalué les doses et ce qui est approprié pour administrer aux gens. Et la phase 3, seulement on l'a fait de façon compressée. Par exemple, une phase 1, comme Valentin le disait, peut prendre parfois 6 mois, 1 an. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment de volontaires pour venir se présenter. Mais parce qu'avec la pandémie, il y avait une volonté de se présenter pour les recrutements. En très peu de temps, on a eu suffisamment de gens pour compléter la phase 1, qui s'est faite, je crois, en 2 mois, tout au plus 3 mois, et c'était fait. Et puis, pendant que ce groupe de gens allait dans la phase 1, basé sur notre expérience antérieure avec les vaccins, nous savons qu'en général, s'il y a un certain nombre de gens chez qui on a pu démontrer l'efficacité d'une dose, pas l'efficacité, mais la réactivité à une dose, ça suffit largement pour passer à autre chose. On n'est pas obligé d'attendre 6 mois pour compléter ça. Si après 1 mois, on a réussi à voir le nombre de gens, et c'était le cas dans les vaccins à Covid, on est passé à la phase de l'efficacité. Une fois de plus, si on a suffisamment de gens qui se présentent, ça c'est d'un. Et deux, très important, si on a une infection qui est suffisamment prévalente dans la communauté, alors on n'a pas besoin d'attendre trop longtemps pour voir les signalements, les signaux épidémiologiques qui montrent que le vaccin marche dans l'efficacité. Maintenant, le profil de toxicité, c'est très important. Basé sur notre expérience antérieure, je parle en tant que pédiatre et avec l'expérience que nous avons avec les vaccins, c'est qu'en général, les vaccins, les effets indésirables les plus graves que nous rencontrons dans les vaccins seront documentés dans les 6 premiers mois de l'administration du vaccin, et 30 000 personnes, c'est largement suffisant pour pouvoir détecter ces effets indésirables. C'est pour ça qu'aucun de ces vaccins n'a été administré sans que les gens, sans que la phase 3 ait atteint un certain nombre de gens, on parle de 30 000 personnes, et une certaine durée d'observation, on parle de 6 mois. Donc, les premières personnes qui ont été enrôlées ont dû rester dans l'étude pendant au moins 6 mois pour qu'on puisse s'assurer qu'on a un signalement suffisant, une observation suffisante pour pouvoir identifier des effets indésirables graves. Il est rare, et je dirais, nous n'en retrouvons pas beaucoup dans la littérature, de retrouver des effets indésirables graves au-delà de ce qu'on aurait retrouvé dans 30 000 sujets, 15 000 sujets vaccinés au-delà de 6 mois. Donc, je peux expliquer que c'est l'approche qui a été mise en place pour accélérer ce développement. Il y a l'argent, il y a les volontaires, il y a la maladie, et puis on a un minimum de temps d'observation pour s'assurer qu'on ne retrouve pas des effets indésirables graves avant de mettre le vaccin sur le marché. J'espère que ça répond à votre question. Merci Yolande. C'est une question qui revient beaucoup et j'espère que tes explications permettent à nos amis de comprendre un peu qu'en réalité, on peut aller vite sans compromettre la qualité, que ce soit sur le plan de la méthodologie, que ce soit sur les données, que ce soit sur les résultats qu'on obtient. Sur le plan scientifique,
on peut effectivement aller vite sans compromettre la qualité. Ici, on a parlé du fait que les ressources financières étaient disponibles, dont les différentes équipes de recherche n'ont pas eu à faire du fundraising pour pouvoir développer leur protocole et commencer à mettre en œuvre leurs études. Généralement, cette phase de fundraising prend des années. Si vous n'avez pas quelqu'un qui est prêt à investir de l'argent pendant des années sur ces recherches, vous allez attendre. Donc, ça contribue aussi à toutes ces années que certaines de ces études prennent. On a parlé de la volonté politique qui a donné une priorité. Et lorsque vous avez une volonté politique, surtout celle qui vient à la suite d'une pandémie, ça ouvre énormément de portes et ça donne accès à des différentes technologies et que en temps normal, vous n'allez pas en entendre parler. Donc, la combinaison de toutes ces volontés, la combinaison de toutes ces collaborations, c'est ça qui a permis aux scientifiques d'oser. Et surtout, ils n'avaient pas le choix. Il fallait, dans une situation comme celle d'une pandémie, c'est toujours à ce moment-là qu'on se retrouve coincé, le dos au mur, et on doit absolument faire ce qu'on doit faire pour pouvoir trouver une solution à un problème. Et c'est bel et bien ce que les scientifiques ont fait. Et ils ont donné des réponses. Comme d'habitude, ce n'est pas la première fois. Ça s'est répété plusieurs fois dans l'histoire pour d'autres maladies. Il n'y a rien de nouveau. On sait que la science avance dans tous les domaines et en médecine, elle avance. Donc, sur le plan technologique, des nouvelles technologies ont été utilisées. Sur le plan financier, les ressources étaient disponibles. Sur le plan humain, des équipes entières ont délaissé leur travail et se sont penchées en temps plein sur ces études, ce qui n'est pas souvent le cas. Il faut le dire. Ici, on a eu des équipes entières, des équipes de chercheurs médicaux, épidémiologistes qui n'ont fait que ça. Et ça ne peut donner que le résultat que l'on a vu. Mais le plus important, c'est les sujets. Si le virus ne se propage pas, vous ne pourrez pas tester votre évidence. Vous ne pourrez qu'avoir ces évidences-là. Et le fait que le virus se propage très vite dans les communautés, surtout aux États-Unis, vous avez dû remarquer que les premières études sont sorties aux États-Unis. Ce n'est pas un hasard. C'est aussi principalement dû au fait que c'est bel et bien des pays où il y avait la plus forte vitesse de transmission du virus d'un individu à un autre. C'est malheureux pour la maladie, mais pour la recherche, ça représente en fait les conditions parfaites pour pouvoir faire la recherche sur un vaccin ou sur un virus. Et on le savait avant la pandémie. Si vous voulez démontrer l'efficacité d'un médicament, testez ce médicament au milieu d'une communauté où la vitesse de propagation du virus est folle. Et vous aurez votre réponse en 3 à 4 mois, en moins d'1 an. Donc ça, il n'y a absolument rien de nouveau là. Il n'y a rien de surprenant pour toute personne qui connaît un peu les données et toute personne qui connaît ce qu'il faut pour répondre aux questions, pour pouvoir tester les hypothèses. Les conditions étaient bel et bien réunies pour qu'on obtienne ces résultats à une vitesse folle. Donc, la qualité du produit, la qualité du vaccin n'a pas été comment dire, il n'y a pas eu la moindre, quoique les compagnies pharmaceutiques, les laboratoires, les chercheurs, jusqu'ici, lorsqu'on regarde les données, on n'a rien vu qui laisse transparaître qu'ils ont essayé un seul instant de limiter un peu la qualité des données qu'ils nous présentent. J'espère que sur ce point, on est un peu d'accord. Il y a une autre question pour Valentin. Je ne sais pas si Valentin nous suit maintenant. Est-ce que l'histoire naturelle de l'infection à COVID au Cameroun et en Afrique subsaharienne
est superposable à celle des populations européennes et nord-américaines. Proportion de forme grave. Lors du premier webinaire, j'ai un peu présenté la situation épidémiologique. Peut-être pour juste résumer, ici, c'est premièrement, je ne pense pas que c'est toujours recommandable de comparer les indicateurs épidémiologiques d'un pays avec ceux d'un autre, pour plusieurs raisons. Une maladie se propage sur la base de plusieurs paramètres. Certains de ces paramètres sont liés au virus, d'autres paramètres sont liés à l'homme, d'autres sont liés à l'environnement. On a parlé des facteurs de vulnérabilité, des facteurs de susceptibilité. On a parlé des facteurs de risque. Et il y a des facteurs protecteurs qui existent probablement, dont on ne connaît pas trop, dont on n'a pas encore de très bonnes informations, mais c'est sûr qu'il y a des facteurs qui protègent certainement certains individus par rapport à d'autres. Donc, ces facteurs de vulnérabilité, de susceptibilité protecteurs, l'environnement, ils sont tous différents d'un pays à un autre. Il n'est donc pas possible en réalité de penser que l'histoire naturelle d'une maladie virale sera la même au Cameroun qu'elle sera en France. Ce virus particulièrement, on a vu au début de la pandémie, à cause de ces facteurs de risque, où l'âge et l'âge âgé prédisposait plus à faire de formes graves que le jeune âge, ce qui ne veut pas dire que le jeune âge ne fait pas de formes graves. C'est une nuance importante. On a vu que les pays qui avaient des populations plus âgées étaient très touchés au départ. Mais il faut aussi faire attention de ne pas se laisser aller dans une position de satisfaction en se disant que l'on est épargné parce que notre population est plus jeune en Afrique et qu'elle ne l'est en Europe, parce que là, la question est intéressante parce que la question parle de l'histoire naturelle. Justement, après avoir touché ceux qui sont les plus susceptibles et ceux qui sont présents les facteurs de risque, le virus va progressivement toucher ceux qui sont les moins susceptibles. Et il n'y a rien à faire si on va arriver là, parce que tant qu'on n'a pas vacciné et protégé la population, c'est ce qui va se passer. Donc, si aujourd'hui en Afrique, on se sent protégé parce que là, peut-être notre population est jeune, lorsque le virus sera touché tous les vieux, tous ceux qui ont des facteurs de risque, il va évoluer doucement pour commencer maintenant à toucher ceux qui sont les moins susceptibles. Donc, ce n'est pas pour faire un peu l'oiseau de mauvais augure ici, mais c'est pour dire qu'on est très, très loin de connaître exactement ce qui se passera demain. Et on est très, très loin de pouvoir prédire de quoi sera fait demain, quel que soit le pays. Parce que la question est très importante, la façon dont elle a été posée. Elle est très bien posée, en fait, parce que la question parle de l'histoire naturelle. Ça veut dire que vous devez considérer ces éléments dans le temps. On sait ce qui s'est passé il y a un an. On sait ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui va se passer dans un mois, on prédit. Mais bon, les prédictions, elles peuvent être fausses, comme elles peuvent être correctes, ou alors quelque part entre complètement fausses et complètement correctes. Mais ce que je peux dire là, c'est que premièrement, ne comparons pas. Deuxièmement, protégeons-nous. Très important. Protégeons-nous parce que n'importe comment, on va être contaminé. Oui, je vois Serge, tu lèves le doigt, c'est ta question. Attends, ouvre ton micro. Oui, mon cher Emmanuel, c'est moi qui ai posé la question pour pouvoir lancer un plaidoyer pour que nous puissions avoir nos propres data. Moi, je suis clinicien, je travaille à Douala notamment, et on n'a pas eu l'impression qu'il y a eu une surmortalité des patients qu'on recevait, même ayant des facteurs de risque de cas graves. Dans les différents sites de recrutement de ces patients-là. On n'a pas non plus vu une incidence de taux de mortalité dans les registres des décès, dans les différentes morgues
dans le même temps. Et on se pose la question de savoir quels peuvent être des facteurs protecteurs qui, même chez des patients qui ont des cofacteurs pouvant prédire une forme grave, faire en sorte qu'il n'y ait pas cela. Et donc, il y a vraiment besoin de data, et c'est un plaidoyer pour qu'on essaye de pouvoir documenter la réalité de chez nous avec des données idéalement méthodologiquement robustes, d'une part, et puis deuxièmement, à partir de là, peut-être avoir des arguments pour discuter l'opportunité d'une stratégie vaccinale à large échelle ou une stratégie vaccinale ciblée sur des populations notamment plus spécifiques. Est-ce que chez nous, le syndrome métabolique a le même poids relatif? Est-ce que le HIV, qui en termes de prévalence dans nos contextes n'est pas la même que dans les pays dans lesquels ces vaccins ont été développés, et notamment les patients HIV très profondément immunodéprimés, qu'à leur part relative, on a le tuberculose, etc. Donc, c'est vraiment pour ça que cette question est posée. Oui, là, tu abordes un point très important, Serge, c'est celui de la qualité des données. Et je pense que cette pandémie nous a fait voir un peu la limitation de tous les pays, en fait, quant à la qualité des données qui est utilisée pour les prises de décision. Pour plusieurs raisons, certaines liées à la sensibilité, à la spécificité des tests, d'autres liées au fait qu'on ne teste pas, même pas 10% de ceux qui doivent être testés dans la plupart des pays, encore que certains pays, j'ai regardé les données, aux États-Unis aujourd'hui, quand même, ça a évolué parce qu'on teste quand même approximativement 1 sur 5 personnes qui doivent être testées, comparé à 1 sur 20 au début de l'épidémie. Mais bon, la plupart des pays africains jusqu'ici ne testent pas encore parce que le volume des tests qui sont faits est complètement négligeable par rapport à la taille de la population. Donc, effectivement, là, tu as raison. Pour parler d'abord de la compréhension de la situation, il faut déjà avoir les données et on ne les a pas. Pour le dire de façon très simple. On ne sait pas quelle est la situation épidémiologique du Cameroun. Moi, en tant qu'épidémiologiste, je ne peux pas me baser sur ce que je vois comme données pour dire voilà la situation. Il y a énormément de problèmes de qualité de données et tous les pays sont dans cette situation. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun. Merci beaucoup, Emmanuel, pour qu'avec ton expertise d'épidémiologiste, tu le dises avec autant de clarté. Et ce qui, du coup, en translation, pose la question de la pertinence d'une transposition mécanique de la stratégie vaccinale à large échelle et d'emblée dans notre contexte, comme ça s'est posé en Europe, comme ça se pose en Amérique du Nord. Et que l'opinion des scientifiques qui conseillent nos décideurs politiques et autres sur des décisions de santé publique, qu'on sache sur quoi on se base. Est-ce que c'est des translations? Est-ce que c'est donc je suis ni pro ni anti-vaccin. Hein. Moi, j'essaie juste que nous allons le plus loin possible en termes d'acuité méthodologique et scientifique pour pouvoir discuter et puis être un peu pluriel dans nos positions et qu'elles ne soient pas péremptoires et uniquement... oui. Ça aussi, c'est un autre point important. Et justement, il y avait une autre question. La question suivante se rapproche de celle que tu viens de poser. Je ne sais pas s'il y a un des collègues qui veut dire quelque chose, mais pendant qu'un des collègues lève la main, il doit déjà donner cette clarification par rapport à ce que j'ai dit. Même dans 2 ans, même dans 5 ans, on n'aura pas résolu le problème de qualité de données. Il y a des problèmes de qualité de données qui sont juste ce que c'est. C'est-à-dire que la spécificité d'un test, c'est ce que c'est. Il n'y a aucun test qui est spécifique à 100%. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. Il n'y a aucun test qui est spécifique, qui est sensitif à 100%. On espère bien qu'on arrivera là un jour sur le plan technologique, mais on n'en est pas encore là. Donc, c'est pour ça que je disais, les problèmes de qualité de données ne sont pas forcément spécifiques au Cameroun, ni par rapport à la maladie COVID.
C'est juste ce que... Donc, si il faut attendre qu'on invente quelque chose qui n'existe pas avant de résoudre un problème, ben, ça veut simplement dire qu'on s'assoit et puis on prend les pop-corn et puis on commence à compter les morts. Je ne sais pas si un dirigeant est capable de prendre une décision pareille. Je ne pense pas. En tout cas, pas les responsables sanitaires qui ont pour mandat de sauver les vies humaines. Donc, nous prenons des décisions en santé publique, en médecine clinique tous les jours, pour soigner des malades tous les jours avec des maladies et sur des méthodologies scientifiques où on a les mêmes problèmes de qualité. Mais on a aussi des méthodologies qui nous permettent de pouvoir analyser les données, de pouvoir tirer des conclusions qui nous permettent tous les jours de soigner des malades et de sauver des vies humaines à l'échelon des populations. Donc, il y a un mécanisme de prise de décision, de politique de santé. Les données, c'est une chose, mais ce n'est pas tout. On peut avoir les meilleures données, on décide de ne rien faire. La décision politique, c'est une politique de santé. Bien sûr, c'est bien quand on a des données très précises, c'est bien quand on a des évidences, mais ce n'est pas le seul paramètre sur lequel les pays se basent pour prendre des décisions. Il y a plein d'autres paramètres qui entrent en jeu. Donc, c'est juste pour dire qu'on ne peut pas simplement dire que parce qu'on n'a pas de les meilleures données qui puissent être possibles. Et quand on parle de meilleures données, ça veut dire quoi? Notre habilité à prédire avec précision l'avenir. C'est impossible. Personne ne prédira jamais avec précision l'avenir. C'est un peu ce que tu demandes aux scientifiques de te donner. Donc, on va toujours se baser sur des projections. Certaines de ces projections seront très proches de la réalité, d'autres seront très éloignées. Et au fur et à mesure qu'on avance, on apprend. Au fur et à mesure qu'on a des données historiques, on améliore les modèles. Et c'est comme ça qu'on avance dans la résolution des problèmes de santé publique. Il n'y a absolument rien de nouveau là par rapport au COVID. Le COVID, en fait, a permis une mobilisation, comme je l'ai dit, extraordinaire des ressources qui a permis la télémédecine, par exemple. C'était juste des discussions. Mais en 24 heures, les décisions ont été prises. Aujourd'hui, la télémédecine est effective. Donc, le COVID, en fait, a permis aussi de faire avancer beaucoup de choses sur le plan de la médecine. Les pandémies, généralement, ont aussi cet effet positif, c'est qu'elles poussent les décideurs à prendre des décisions qu'on n'aurait jamais prises s'il n'y avait pas urgence. Je ne sais pas si on a un collègue Emmanuel, je crois que si Yolande, si Yolande est encore connectée, peut-être il faut lui permettre d'expliquer encore l'importance de la protection communautaire pour espérer éradiquer un jour le Covid et pourquoi, pour l'atteindre, il faudrait que le Cameroun soit vacciné aussi, comme tout autre pays. Exactement. Donc, Yolande, est-ce qu'on peut envisager comme stratégie de laisser simplement une population y aller avec l'immunité collective et arrêter la propagation de ce virus? Oui, tu n'arrives pas à décocher ton micro. Vas-y. D'accord, c'est bon, merci. Il faut simplement laisser ton micro ouvert, Yolande. Non, c'est toi qui me l'as fermé. Ah bon? Désolé. Mais ça va, c'est pas grave, je comprends. Donc, merci. Je crois, André Pascal, là, tu es spot on. Ce que tu dis est très important. C'est-à-dire que l'immunité naturelle seule, et je crois qu'on a eu, Emmanuel nous a donné une simulation la fois dernière quand on avait cette conversation. L'immunité naturelle seule veut dire que vous laissiez 80% de la population avoir l'infection. Et pour un taux de mortalité qu'honnêtement, je ne connais pas au Cameroun, mais je peux vous donner le taux de mortalité, par exemple, dans des pays équivalents en matière de PIB et situation géographique. Au Guatemala, c'est 4%. Mais non, c'est certainement biaisé, c'est probablement moins que ça, c'était dans 2%, mais 2% de 80% des Camerounais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qu'il faudrait laisser décéder pour finalement protéger le reste de la population. Et ça, c'est d'un. Et de deux, quand la transmission augmente dans une communauté, les mutations augmentent dans cette communauté. Ce qui veut dire que
c'est comme si au fur et à mesure que vous avancez, vous augmentez le risque de créer une pandémie complètement différente de celle à laquelle vous avez affaire parce que l'immunité acquise contre le virus original peut ne pas vous protéger contre les variantes qui suivent. Donc, vous perpétuez, on risque de perpétuer la pandémie dans la communauté. Alors qu'avec le vaccin, on a rapidement atteint les 80% de couverture nécessaire pour créer cette herd immunity, cette immunisation, cette protection de groupe communautaire, réduit la transmission, réduit le risque de mutation et augmente donc le risque, les chances que le vaccin soit protecteur. Maintenant, je voudrais abonder dans le sens de Serge en disant que sans les données épidémiologiques, nous ne savons vraiment pas à quoi nous avons affaire. Je peux vous dire quelque chose de surprenant. Ici aux États-Unis, parce que je suis pédiatre, je ne connais pas un seul mort de COVID. J'en connais peut-être 4 ou 5 au Cameroun qui ne sont pas directement, qui n'ont pas de relation directe avec moi. Il y a 2 semaines, il y a une jeune dame qui est morte là-bas à l'hôpital général. Pas de maladie, pas de comorbidité particulière. Elle a attrapé le COVID et elle en est décédée dans la quarantaine à peine entamée. Et je ne sais pas ce que vous voyez dans les hôpitaux. Je ne suis pas en train de vouloir dire que la situation est grave. Je veux dire que il faut pas, on risquerait d'être très en retard si on doit attendre des données spécifiques locales parce que notre problème de données est énorme. On peut pas le, il y a de fortes chances qu'on puisse pas le résoudre maintenant. S'il y a une volonté politique peut-être, mais si on peut pas le résoudre, on est obligé de faire une transposition d'ailleurs, pas nécessairement des États-Unis et des pays occidentaux parce qu'une fois de plus, une population vieillissante, leurs taux de mortalité sont plus élevés que les nôtres. Mais regardez des pays un peu plus rapprochés. Les pays africains, dans l'ensemble, ont des rapports des taux très bas. Mais quand vous regardez des pays d'Amérique latine, et je parle là des pays comme Équateur, le Guatemala, qui sont des pays qui ont des PIB un peu plus élevés que le Cameroun, mais des populations tout autant jeunes, avec moins de facteurs de risque, ils nous informent des taux de mortalité tout autant élevés. Ils sont au niveau des tropiques. Donc, on ne peut pas dire que la transmission est plus élevée là-bas. Non. Donc, le taux de mortalité élevé m'inquiète, moi, en matière de ce que nous serions peut-être assis sur une pandémie qui couvre et qui cause des décès. Par exemple, vous avez dit là, je crois quand le docteur Akazon présentait des données venues je crois, de Yaoundé, où il y a des gens, les taux de mortalité à l'hôpital ont augmenté parce que les gens ne viennent pas à l'hôpital à temps. Ça, c'est un effet indirect, mais directement associable à la pandémie. Ça, c'est d'un. Et de deux, je sais qu'il y avait une pratique à un moment de confisquer les corps, des trucs comme ça, là, qui ont probablement un peu biaisé les informations par rapport aux causes de mortalité dues au COVID. Donc, je voulais juste dire que j'abonde dans le sens de Serge, il faut améliorer les données. Mais dans le cas d'une pandémie où il y a une certaine urgence à se protéger, à défaut d'utiliser nos propres données, on peut essayer d'apprendre des pays qui sont semblables aux nôtres. Et c'est pour ça que je prends par exemple l'exemple de ces pays d'Amérique latine qui ont un profil épidémiologique et de population similaire au nôtre. Mais de là à attendre une immunité naturelle venue de l'infection, nous voulons, ça veut dire que nous sommes prêts à laisser mourir 2% de 80% de Camerounais. Je crois que Emmanuel a fait un calcul l'autre jour qui revenait à peut-être 600 000 Camerounais, un demi-million de Camerounais par là, qu'ils meurent pour mieux protéger, pour protéger le reste de la population, alors qu'on pourrait le faire différemment en utilisant des vaccins, malgré ces imperfections, pendant que nous travaillons à améliorer nos données. Donc, Serge, Emmanuel, j'espère que ça donne peut-être un petit contexte à une conversation par rapport aux approches. Donc, un sujet dont on va certainement pas finir d'en discuter, Serge. La qualité des données, c'est un souci constant dans chaque étude, dans chaque analyse. Il y a toujours des biais, il y a toujours des problèmes de données qui peuvent avoir une influence significative sur notre interprétation de ce que ces analyses nous donnent. Mais d'une certaine manière, on devrait être pragmatique et pouvoir aussi résoudre les problèmes. Comme l'a dit Yolande,
Yolande a essayé d'être diplomatique. Je vais essayer de traduire ce qu'elle a dit en une seule phrase. L'immunité collective de population n'arrête pas une pandémie. C'est aussi simple que ça. Le vaccin l'arrête. Nous n'avons pas connaissance dans l'histoire d'une immunité collective naturelle qui a arrêté une pandémie à partir d'une maladie virale. Je n'en connais pas. Nous pouvons prendre l'exemple du VIH, sur lequel je travaille depuis plus de 20 ans. Et on le voit, on n'a pas de vaccin, le virus continue à se propager. Et le VIH, c'est un bel exemple d'un virus où, en fait, on n'arrive pas à trouver un vaccin parce qu'il y a énormément de mutations. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais ça existe des vaccins contre le VIH. Ça existe. On en a démontré, on en a développé. Il y a un qui a été présenté en 2014 ou 2013, si je me rappelle bien, qui avait démontré une efficacité de 33%. Mais l'efficacité était trop faible, effectivement à cause du fait que ça ne protégeait que contre certains variants et pas contre la majorité des variants. Donc, ce n'est pas qu'on n'arrive pas à trouver de vaccin contre d'autres maladies virales, mais le temps que vous trouvez un vaccin, vous avez déjà une multiplication de variants qui ont explosé, qui vous font recommencer. L'année passée, les différents pays ont dépensé 800 millions de dollars seulement pour la recherche contre le vaccin pour le VIH. Et c'est ce qui est dépensé chaque année pour la recherche contre le vaccin pour le VIH. Donc, dans cet aspect de l'immunité collective, elle est réelle, mais il ne faudrait pas qu'on se base sur des fausses solutions pour des problèmes réels qui sont complexes. C'est une solution trop simple à un problème trop compliqué. Pour mettre ça de façon très simple. Non, Emmanuel, moi, je ne pensais pas du tout que l'immunité collective soit une solution. La question, c'était est-ce qu'on ne peut pas prioriser le vaccin en première intention dans des sous-populations ciblées et d'avoir une généralisation mais en tache d'huile en partant d'abord des plus à risque pour tout le monde dans un processus graduel. Les Anglais ont essayé, ont testé ça et ils sont très vite, changé de fusil d'épaule. Oui, oui. Tu viens d'aborder un point très important et je pense que l'Africa CDC en a parlé cette semaine. Je t'inviterai peut-être à suivre la communication du directeur d'Africa CDC. Je vais t'envoyer cette publication-là. D'accord. Où il parle en fait des différents paramètres que l'Union africaine utilise pour se baser, pour prendre des décisions, pour avancer rapidement dans la stratégie vaccinale pour l'Afrique. L'Union africaine, d'ailleurs, a sécurisé près de 270 millions de doses de vaccins pour les pays africains. En plus du programme que Valentine a parlé de COVIX. COVIX, c'est une alliance globale coordonnée par l'OMS, mais l'Union africaine a aussi initié et a sécurisé le président de l'Union africaine, maintenant c'est le président d'Afrique du Sud, et lui et le directeur de CD Africa. Ils ont parlé en détail de cette initiative où ils ont réussi à sécuriser 270 millions de doses de vaccins. Avec les doses de vaccins qui ont été sécurisées par l'initiative COVIX, ça fait près de 800 millions de doses qui sont sécurisées pour l'Afrique. Et dans leur communication à Addis Abeba cette semaine, ils ont dit ceci textuellement, que s'ils commencent à vacciner en Afrique dans 6 mois, c'est exactement la durée qu'ils ont précisée. J'ose imaginer qu'ils ont fait les différentes projections avant de faire ce genre d'annonce, que s'ils commencent à vacciner dans 6 mois, l'impact de la pandémie sera plus grave, significativement plus grave que s'ils commencent à vacciner dans 3 mois. Ils disaient 3 mois parce que c'était pratiquement impossible qu'ils aient les vaccins sur place avant 3 mois. Donc, c'est pour dire que si les décideurs africains font peser la balance sur une différence de période de 3 mois,
Ça veut dire qu'en réalité, un mois perdu pour une pandémie comme celle-ci, c'est des pertes énormes sur le plan économique. La semaine prochaine, lors de notre webinaire, on va discuter un peu de l'impact économique de la pandémie. Il y a des aspects qu'on n'entrevoit pas souvent qui pèsent sur les pays et qui vont peser pendant des décennies et qui sont énormes. Donc, je pense que ce serait bien de lire un peu, d'être un peu proche de ce qui se discute à Addis Abeba. C'est unique. Je n'ai pas vu ça pour beaucoup de maladies. Les pays africains se mettent ensemble dès le début et être très, très forts en disant au monde entier, si vous essayez d'être nationaliste et vous essayez de résoudre vos problèmes et que vous empêchez l'Afrique d'avoir accès à cette technologie de prévention, ben, vous n'allez pas résoudre ce problème. Et ils ont démontré clairement qu'il était de l'intérêt des pays européens et des États-Unis de ne pas empêcher l'Afrique d'avoir accès à cette technologie de prévention. Et ils sont en train de réussir dans leur plaidoyer et dans leurs initiatives. Ce serait très intéressant de suivre ce qui se passe au niveau de l'Union africaine et de voir un peu comment ces décisions sont prises. Je n'ai pas plus de détails que ça. J'ai juste lu cette information cette semaine, mais je me dis qu'ils ont certainement fait les analyses nécessaires avant de dire ce qu'ils ont déclaré cette semaine du côté d'Addis Abeba. Je crois que si je peux ajouter quelque chose, ce que tu dis a parfaitement un sens, et surtout que ces vaccins ne sont pas directement disponibles. C'est-à-dire qu'aucun pays n'a d'emblée la quantité qu'il faut pour vacciner toute sa population. Et dans ce contexte, on établit des priorités, et je pense que ces priorités ont tendance à prendre en compte les groupes les plus à risque. L'Afrique du Sud, par exemple, a reçu les vaccins cette semaine et commencera par vacciner en priorité le personnel médical, c'est-à-dire qui est en contact avec les personnes pouvant avoir le Covid. Et après ça seulement, ils passeront aux personnes âgées et à ceux avec les comorbidités. Et c'est vraiment en troisième phase qu'on passera à la population générale. Tout ça, c'est parce qu'en fait, on n'est pas en mesure d'avoir des vaccins pour tout le monde entier. Et le Cameroun pourra aussi avoir la même stratégie quand les vaccins vont devenir disponibles. Emmanuel, peut-être que vous conclure. Oui, il y a deux doigts. Prenons les Amel et Eric, et puis on va voir comment conclure. Ok, c'est bon. Oui, non, j'interviens, ce n'est pas pour une question, c'est juste une vision globale, une perception des choses que je laisse à la réflexion des uns et des autres. Bon, le Covid, effectivement, il n'y a aucun doute, c'est un virus plus grave et plus mortel. Bon, ça s'est vu, et cela a entraîné un emballement de la machine scientifique et de tous les savants de tous bords. Maintenant, nous sommes allés sur plusieurs plans de recherche et tout, plusieurs dépenses en ont suivi. Je me demande jusqu'à où pourra aller l'emballement scientifique, à partir de quand on peut se dire là, il faut qu'on lève le pied et qu'on arrête. Je crois que peut-être la conférence prochaine sur le coût répondra une partie de la question, mais j'ai l'impression que là, on est allé, par exemple, lorsqu'on parle des mutations de virus. Sur le virus HIV, il y en a des mutations. Les grippes saisonnières, il y en a des mutations et des tonnes. Jusqu'à quand on ira chercher toutes les mutations pour pouvoir régler les problèmes, à partir de quand on se dira que là, on arrête. Donc, je me pose la question, parce que je sens monter dans la société. Bon, j'imagine que chacun dans son coin le sent, mais moi, où je travaille ici à Bordeaux, j'ai l'impression que d'ici 2-3 mois, une des questions qui va se poser dans la population sera: ça fait 1 an qu'on vous a écouté, on vous a suivi, vous avez dit de se masquer, on s'est masqué, on a suivi tout ce que vous avez dit. Finalement, on se rend compte que malgré tout ce que nous avons fait, on revient au même point. Est-ce qu'on va continuer à vous écouter ou pas? Je ne sais pas si c'est une réflexion que vous sentez venir, mais je sens que d'ici 2-3 mois, c'est ce qui va remonter dans la population. Et puis les gens en auront un peu marre qu'on les dise tous les jours des choses. Et surtout que, bon, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans d'autres pays. Dans les plateaux, il paraît que dans les chaînes de télévision, les médecins sont plus fréquents que les journalistes maintenant. Et ils disent des choses de le contraire.
Donc, je ne sais pas cet emballement médiatique jusqu'à quand, si vous avez une idée, à partir de quand on va se dire, est-ce que c'est quand il n'y aura plus d'argent qu'on va dire, bon, on arrête de rechercher, ou on s'arrête au vaccin, ou on va plus loin. Bon, c'était juste une réflexion que je voulais apporter à tout le monde. Merci, Amel. Je vais revenir à ce que tu viens de dire parce que je pense que ce que tu viens de dire, c'est une très bonne transition pour peut-être parler du webinaire de la semaine prochaine qui va se baser justement sur cet aspect-là en abordant les aspects de prévention. Aujourd'hui, on a voulu se focus sur le vaccin parce qu'il y a énormément de questions sur le vaccin. Mais le vaccin, c'est juste un élément, un outil parmi tant d'autres. Dans la semaine prochaine, on va essayer d'aborder de manière plus compréhensive ces approches de prévention. Mais il y a une dernière intervention avant que j'essaye de conclure. Eric? Oui, merci Emmanuel. Merci pour des très brillantes présentations. Non, j'ai juste rapidement pour intervenir par rapport à la vaccination. Je crois que je suis d'accord avec le docteur Serge qui dit, je pense qu'en Afrique, c'est vrai, on n'a pas les données, mais la réalité, je pense que le taux de mortalité, la gravité du Covid, je crois, est moins importante. Sinon, au moins au niveau des hôpitaux, je pense qu'il y aura eu des surmorbidités. Je pense que peut-être il faut aller de manière graduelle et ciblée en Afrique et pas juste parce que ici on veut faire une. Moi, je vis à Washington. Ici, on veut faire vacciner tout le monde. Je ne pense pas que ça devrait être la même chose en Afrique. Je pense qu'il faut aller graduellement les populations peut-être les plus affectées, les personnes âgées, les personnes qui travaillent dans les services de santé. Parce que l'idée, si on veut vacciner toute la population, c'est que dans un contexte où les ressources sont déjà très limitées, maintenant, on va concentrer toutes les ressources sur le COVID. C'est une histoire de coût-bénéfice. Donc, je pense qu'il faut peut-être avoir une politique ciblée et puis adapter à la situation des pays parce que les contextes sont différents. Voilà, merci. Donc, Eric, la semaine prochaine, on va aborder les aspects de prévention et là, tu parles là comme l'économiste que tu es et je crois que on est tous d'accord que les ressources sont toujours limitées. On n'aura jamais suffisamment de vaccins pour vacciner toute la population. Ça n'a jamais été possible. Et on le sait que la capacité de production des vaccins ne va pas permettre de vacciner toute la population. Donc, les pays n'ont même pas le choix. Ils vont devoir faire une priorisation. Et une priorisation qui va certainement s'étendre sur 1, 2, 3 ans avant qu'on se retrouve dans une situation où vraiment tout le monde peut avoir accès au vaccin. Donc, la priorisation s'impose de fait. Et c'est ce qu'on voit, tous les pays essayent de faire une priorité. André Pascal l'a dit en Afrique du Sud, ils sont en train de donner la priorité au personnel de santé. On l'a vu aussi, la plupart des pays européens, les États-Unis ont aussi donné la priorité au personnel de santé, aux personnels qui sont en première ligne dans la lutte contre cette pandémie. Donc la priorisation s'impose de fait. Sur ce, je voudrais dire merci beaucoup à André Pascal, notre co-modérateur, de nous avoir guidés pour la première partie de ce webinaire. Aussi, merci à tous les orateurs, Valentine, Yolande, Daniel, Evelyne, Jean-Jacques. Malheureusement, on aurait dû avoir le docteur Ebongo Zacchus, qui est délégué régional de la santé pour la région du Sud-Ouest. Il n'a pas pu se connecter à cause des problèmes techniques, mais ce n'est que partie remise. Nous avons eu une très bonne discussion. Ce que nous allons faire, c'est on va essayer de vous transmettre tous ces documents. Ceci, c'était notre deuxième webinaire sur le COVID. Le troisième, ce sera dimanche prochain. Et le troisième va porter sur... ça, c'est juste un petit spot. Entre Alimbo Legrand et plusieurs médecins spécialistes exerçant en France, aux États-Unis, au Canada et au Cameroun.
annonce le 3e webinaire sur le Covid-19 ce dimanche 14 février 2021 à 18h heure de Yaoundé, heure de Paris et 12h heure de Washington. Nous avons comme modérateur le professeur Jérôme Attedieu, médecin épidémiologiste, chef de cellule de la recherche clinique, division de la recherche opérationnelle au ministère de la Santé publique au Cameroun. Dans notre illustre panel, nous aurons deux présentations principales. Le docteur Christelle Aïcha Komokto, qui nous parlera de la prévention du Covid-19, et le professeur Simeon Pierre Tchoukem présentera la stratégie de prévention de la propagation en milieu universitaire, l'expérience de l'université de Chang. Puis suivront le docteur Karine Bema, le docteur Flaubert Mbiekop, le docteur Emmanuel Djemeli, qui s'exprimeront sur d'autres thèmes par rapport à la pandémie. Merci. La semaine prochaine, on va essayer d'aborder la prévention. On abordera certains aspects liés à la prise en charge psychosociale, comment gérer le stress. Il y a beaucoup de stress que cette pandémie entraîne. On parlera de l'impact économique de cette pandémie. On aura témoignage d'une mère de famille sur comment est-ce que cette pandémie impacte sur le train-train quotidien. Et puis, on va discuter de comment on prend ces décisions au niveau d'un pays, mais aussi au niveau, par exemple, d'une université qui peut simuler n'importe quelle organisation. Comme la semaine passée, nous vous donnons quelques références si vous voulez avoir certaines informations. Et on va poster l'enregistrement de ce webinaire sur notre page Facebook. Si vous avez des questions, envoyez-les nous par email. Voilà, on se dit à dimanche prochain en espérant que les deux dernières sessions de cette série, la dernière session portera sur le traitement et c'est là où on parlera des aspects pharmaceutiques. On parlera un peu de la médecine traditionnelle. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont des questions par rapport à ça. Soyez juste un peu patients. Et ça va donc nous permettre, je l'espère, d'avoir fait le tour de la question autant que faire se peut, autant qu'on aura pu faire pour vous donner le maximum d'informations utiles pour que vous puissiez donc apprécier tout ce que vous avez dans la presse, mais que vous puissiez aussi gérer avec moins de stress cette pandémie et ce que cela nous impose tous. Voilà, je vous remercie tous et à bientôt et bon week-end.